Il y a environ 13 millions d'années, dans ce que nous appelons aujourd'hui le sud-ouest de la Chine, s'est produit un événement qui allait façonner notre planète pour toujours. Les plaques tectoniques de ce qui est aujourd'hui l'Inde et l'Asie sont entrées en collision, créant un événement en chaîne qui a soulevé la croûte terrestre à des milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer, créant ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de toit du monde, ou Tibet, un lieu où l'imaginaire rencontre la réalité. Le Tibet est une région d'environ 2,5 millions de kilomètres carrés située au cœur de l'Asie centrale, entre l'Inde, le Népal, le Bhoutan et la Birmanie. À environ 4900 mètres au-dessus du niveau de la mer, où l'air est déjà difficile à respirer, il y a des montagnes qui semblent atteindre le ciel et des plaines sans fin qui nous font douter que nous sommes encore sur Terre. Bienvenue au Tibet, l'endroit le plus haut du monde, connu par beaucoup comme le toit du monde. Ici, dans l'un des endroits les plus isolés du monde, la faune mène un combat permanent pour sa survie. Du majestueux yak tibétain au sympathique pika, ils cohabitent dans un écosystème presque vierge qui cache d'innombrables secrets que nous découvrirons. Cette vaste plaine, qui touche presque le ciel, abrite environ 800 espèces animales et plus de 5000 espèces végétales qui défient l'altitude et qui ont fait du toit du monde leur quartier douillet. Le climat tibétain est unique et difficile à vivre. Bien que les tribus locales appellent cette région Kabakan, ou pays de la neige, la vérité est que le Tibet a un climat sec la majeure partie de l'année, avec très peu de précipitations annuelles. Dans cette région isolée du monde, les températures moyennes sont généralement glaciales. En hiver, le thermomètre peut descendre jusqu'à -20 degrés Celsius, avec des fluctuations importantes au cours de la journée et de la nuit, et des vents violents qui balayent le plateau et nous rappellent que nous sommes au sommet du monde. Pendant les mois d'été, la température augmente un peu, allant de 9 à 24 degrés Celsius, et est même agréable pour la plupart de la faune et de la flore. C'est à cette époque que se concentrent la plupart des précipitations, surtout dans le sud du plateau, tandis que dans le nord, gardées par l'Himalaya, elles sont presque inexistantes. Le Tibet est également une source hydrologique importante pour l'Asie et le monde entier. Ce n'est pas pour rien que cette région est connue sous le nom de tour d'eau. Le Tibet abrite la 3e plus grande réserve de glace de la planète, après l'Antarctique et l'Arctique. Mais contrairement à ces deux derniers, la fonte des glaciers tibétains ne se déverse pas directement dans l'océan, mais donne naissance à la source de nombreux grands fleuves d'Asie, comme le fleuve Jaune et le Yangtze. L'étendue du plateau tibétain est abyssale. Si l'on additionne les territoires de l'Espagne, du Portugal, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Suisse et de la Pologne, il est encore plus grand. Dans cet endroit où les basses températures, le climat et l'altitude semblent être un défi à la vie, il y a un animal qui est plus qu'habitué à tout voir d'en haut, le vautour de l'Himalaya. Avec son plumage discret mais élégant dans les tons crème et noir, le vautour de l'Himalaya n'est qu'un exemple parmi d'autres de la singularité de la faune de haute altitude au Tibet. Là, au sommet d'une falaise, à plus de 4000 mètres d'altitude, les vautours de l'Himalaya observent l'immensité du Tibet depuis une place privilégiée. Avec leur apparence particulière, semblable à celle du vautour fauve, avec de grandes plumes pointues et une taille pouvant atteindre 3 mètres, on pourrait penser que ces oiseaux sont à l'affût, attentifs à attraper leur prochaine victime et à l'emmener dans les hauteurs pour la dévorer. Mais il n'en est rien. Les vautours de l'Himalaya attendent patiemment, depuis les hauteurs, que la faune du Tibet mette quelque chose sur leur table.
Ces oiseaux sont des charognards par excellence et ne perdent pas leur temps à essayer de chasser quelque chose quand ils peuvent laisser quelqu'un d'autre faire le travail à leur place. Leur anatomie est même révélatrice de leur mode d'alimentation. Leur bec est très puissant pour déchirer la viande avec facilité, mais leurs griffes sont très légères, car ils n'ont pas besoin de chasser. En effet, des milliers d'années d'évolution ont fait que cette espèce n'a pas de plumes à cet endroit, ce qui lui permet d'éventrer facilement les carcasses. Le plat préféré du vautour de l'Himalaya est l'un des animaux emblématiques du plateau, le yak. Dès qu'ils détectent, grâce à leur vue perçante, qu'un yak a rendu l'âme, les vautours ne tardent pas à se mettre à table, avec leur cliquetis particulier qu'ils font toujours lorsqu'ils se posent sur une carcasse. Ces Tibétains, qui croient fermement que rien de ce qui est servi dans une assiette ne doit être gaspillé, sont capables de dépouiller ce gros animal de toute sa viande en 120 minutes seulement. Les volées de vautours de l'Himalaya sont le fléau de tout animal qui vit ses derniers jours sur le plateau tibétain, car ces gardiens du ciel ne sont que la prémonition de son destin inévitable. Ces vautours s'envolent généralement en groupes de 10 à 20 membres, tous dotés d'un appétit vorace prêt à être rassasié. À l'approche de la saison des amours, en janvier, les vautours de l'Himalaya commencent à construire leur nid pour s'occuper de leurs œufs. Quel meilleur endroit qu'une falaise située à des milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer pour établir ce qui sera le foyer de la famille pendant quelques mois ? Les vautours de l'Himalaya sont très coopératifs lorsqu'il s'agit de se reproduire, et plusieurs couples peuvent nicher sur la même falaise sans conflit. Après une cinquantaine de jours d'incubation, l'œuf à la coquille épaisse et aux taches rouges donnera naissance à un minuscule poussin, qui restera avec la famille pendant environ 6 mois, avant de prendre son envol et d'explorer les merveilles du Tibet par ses propres moyens. Si la vie au Tibet est sauvage et incertaine, ce qui est certain, c'est que l'avenir de ce jeune vautour de l'Himalaya se déroulera à haute altitude. Cependant, dans le vaste écosystème tibétain, tous les animaux ne peuvent pas attendre que la nourriture tombe du ciel. Loin des falaises où planent les vautours, sur les pentes des montagnes, où les températures hivernales peuvent facilement dépasser le point de congélation, un félin observe attentivement les rochers, attendant silencieusement d'attraper sa proie. Capable de bondir jusqu'à 15 mètres dans les airs, et doté d'un pelage gris qui le rend presque invisible pour ses proies, se fondant dans le paysage glacé, le léopard des neiges est impossible à échapper lorsqu'il est à l'affût. Pesant jusqu'à 55 kg, ce félin peut chasser des proies jusqu'à 3 fois plus grosses que lui, de sorte que pratiquement aucun animal n'échappe à son appétit vorace. Des petits écureuils aux chèvres sauvages, en passant par les cerfs, les marmottes et les bouquetins de Sibérie, la panthère des neiges sème la terreur sur le plateau tibétain lorsqu'elle part en chasse. Pour couvrir ses besoins nutritionnels, la panthère des neiges doit consommer environ l'équivalent d'un mouton bleu de l'Himalaya par semaine, un quota difficile à atteindre, même pour un chasseur expérimenté comme ce majestueux félin. La panthère des neiges est le meilleur exemple d'adaptation de la faune aux conditions climatiques exigeantes du Tibet. Vivant généralement sur les pentes des montagnes, où le paysage est peint en nuances de gris et de blanc, sa fourrure le camoufle parfaitement dans son environnement. Les pattes du félin sont des sortes de bottes de neige qui l'aident à marcher en douceur sur le terrain glacé qu'il habite. Lorsque les basses températures du Tibet se font sentir, ce qui est presque toujours le cas, la panthère des neiges est très à l'aise,
car des années d'évolution l'ont doté d'un épais manteau qui lui sert d'abri et qui peut atteindre 12 cm d'épaisseur dans certaines régions. Sa queue extraordinairement longue, souvent jusqu'à 100 cm, lui sert également d'écharpe, ce qui lui permet de garder le reste de son corps au chaud et, lorsqu'il s'agit de se promener sur les terrains rocailleux et escarpés qu'il habite souvent, de garder l'équilibre. De plus, ses grandes narines lui permettent de réchauffer l'air qu'il respire et lui servent en quelque sorte de masque. Le quotidien de la panthère des neiges n'est généralement pas très chargé. Entre les siestes et les pauses, le félin consomme jusqu'à 18 heures par jour, gardant toute son énergie pour la chasse, car même le glorieux roi des montagnes tibétaines ne sait pas quand il mangera à nouveau. S'il est vrai qu'en voyant ce félin, on ne peut qu'espérer un rugissement qui se répercute sur des kilomètres dans le calme de la steppe, la panthère des neiges est le seul membre du genre Panthera qui n'a pas la capacité de rugir. La vie du léopard des neiges sur le plateau tibétain est souvent assez solitaire et insaisissable. L'immensité de la région est idéale pour son tempérament territorial, puisqu'un seul spécimen peut dominer jusqu'à 1000 km² de territoire. Les moments les plus actifs de la journée pour ce gros chat sont le crépuscule et l'aube, lorsque les chèvres de montagne, l'une de ses proies favorites, doivent se cacher pour son bien. Bien que fonder une famille ne soit pas une tâche facile pour le roi des montagnes, lorsque l'occasion se présente de trouver une femelle en chaleur, il n'y réfléchit pas à deux fois. Les femelles de cette espèce émettent un hurlement particulier, annonçant qu'elles sont prêtes à s'accoupler. Après l'accouplement, les deux félins entament une marche de 2 à 8 jours, au cours de laquelle la femelle est à la recherche d'un espace rocheux à conditionner avec des restes de fourrure pour ses petits, et le mâle finit par s'en aller. Après 90 à 100 jours de gestation, la mère donne naissance à 2 petits. En bonne mère célibataire, elle s'occupera de ses petits, les allaitant et les protégeant des dangers du Tibet. Au bout d'1 an, ils seront prêts à conquérir leur propre territoire et à rester les rois des montagnes de cette majestueuse région de la planète. Mais l'immensité du Tibet n'abrite pas seulement des prédateurs féroces et des charognards à l'affût de leur prochaine proie. Dans les forêts infinies de cette région du monde, il existe un animal sympathique qui préfère se la couler douce et vivre à son rythme, en dévorant de riches branches de bambou. Avec sa fourrure noire et blanche au style rétro caractéristique, l'ours panda est un habitant des environs du Tibet qui n'a plus besoin d'être présenté. Son caractère doux et calme en fait l'un des animaux les plus populaires. Dans un pays où la vie quotidienne est souvent un défi, le panda a décidé de vivre une vie beaucoup plus calme, parcourant la forêt à la recherche de branches exquises de son aliment préféré, le bambou. Face à l'inquiétude que la pénurie alimentaire dans la région peut susciter chez certains animaux, le panda oublie le monde compliqué de la compétition pour la nourriture, car son système digestif s'est spécialisé dans la digestion des fibres de cette plante. S'il est vrai que le système digestif du panda est similaire à celui des carnivores, il a décidé de devenir végétarien, même si, de temps en temps, si un petit rongeur croise son chemin, il n'hésitera pas 2 fois à le manger en guise d'en-cas. En raison de la faible valeur nutritive du bambou, cet adorable ours noir et blanc doit passer une grande partie de sa journée à dévorer des branches. Il consacre environ 14 heures de sa journée à se nourrir seul, mangeant près de 40 kg de bambou par jour. L'abondance du bambou dans les forêts tibétaines signifie que ces ours dociles n'ont pas besoin d'hiberner car ils disposent d'une réserve de nourriture tout au long de l'année. Ainsi, alors que l'ours brun du Tibet, proche parent et également habitant de cette région, se préoccupe d'emmagasiner des réserves de graisse pour l'hiver, le panda vaque tranquillement à ses occupations quotidiennes, même lorsque la neige tombe. Le caractère et l'apparence paisible du panda ne doivent pas nous tromper.
Ce locataire du Tibet est un survivant qui s'adapte aux conditions de l'environnement. Dans un environnement où les températures sont hostiles, le panda possède une fourrure qui lui sert d'abri naturel pour supporter les jours où le thermomètre affiche moins de -10 °C sur le plateau. De même, sa graisse corporelle lui permet de conserver plus longtemps la chaleur produite, évitant ainsi l'hypothermie lors de l'un des hivers les plus rudes de la planète. Bien que leur taille imposante, qui peut atteindre 150 kg, donne l'impression que les pandas ne sont pas très agiles et maladroits, la vérité est qu'ils sont d'excellents grimpeurs d'arbres, une aptitude qu'ils acquièrent dès leur plus jeune âge afin de se protéger d'éventuels prédateurs, ainsi que pour marquer leur territoire depuis le haut. La vie du panda est généralement solitaire, et chaque panda adulte a un territoire bien défini, de sorte qu'il n'y a pas de problèmes avec ses congénères. Cette harmonie entre voisins dans la forêt tibétaine est rompue à l'arrivée de la saison des amours, au printemps, lorsque jusqu'à 5 mâles peuvent se disputer une femelle. Ici, les pandas mettent de côté leur réputation de pacifisme et de tendresse pour gagner le droit de copuler avec une femelle qui, curieusement, a parcouru de longues distances pour trouver son prétendant. Seul le panda le plus fort pourra étendre sa lignée et donner naissance à une progéniture qui perpétuera le mode de vie décontracté de ces végétariens généralement pacifiques. Tandis que les pandas mâles se livrent une bataille acharnée pour obtenir la femelle convoitée, là, dans l'immensité de la forêt du plateau, une autre espèce est organisée en une société hiérarchique très complexe, les macaques du Tibet. Ces habitants de la forêt sont une autre des merveilles naturelles du Tibet. Les macaques du Tibet sont les plus grands singes d'Asie en raison des conditions difficiles auxquelles ils sont confrontés. Les mâles de l'espèce peuvent peser jusqu'à 20 kg et mesurer jusqu'à 60 cm. Une autre de leurs caractéristiques les plus frappantes et utiles lorsque l'hiver frappe à la porte est leur beau pelage, dense et long, qui les protège des basses températures. La couleur du pelage du macaque du Tibet en dit long sur son âge. Les singes qui ont déjà atteint l'âge adulte, après 2 ans, ont un pelage brun foncé, presque noir sur la tête, les bras, le dos et les pattes, tandis que leur visage et leur ventre sont d'un beige plus clair. Les petits du macaque du Tibet, quant à eux, ont un pelage beaucoup plus clair. Contrairement au panda qui se nourrit d'un seul et unique aliment, comme le bambou, les macaques tibétains ont une alimentation équilibrée et mangent jusqu'à 100 espèces de plantes différentes. En raison de leur grande taille et de l'environnement complexe dans lequel ils vivent, les macaques ont développé un énorme appétit, ne refusant jamais les cadeaux que la nature tibétaine leur offre. Ces géants parmi les singes ont un régime alimentaire composé de fruits, de feuilles, de tiges, de fleurs, de bourgeons, d'écorces et même d'insectes. Lorsque la période de soudure arrive au Tibet, généralement en hiver pour les macaques, ils adaptent leur appétit à ce qu'ils trouvent dans la nature. Ici, les options sont un peu plus austères, comme les graines grasses et les noix riches en amidon. À la fin de la période de recherche de nourriture, les macaques vérifient dans leur sac de stockage qui n'est rien d'autre que leur joue, ce qui sera disponible pour le dîner. Alors que le léopard des neiges est un animal solitaire et territorial, et que le panda connaît des conflits avec ses congénères, les macaques du Tibet considèrent que plus la famille est nombreuse, mieux c'est. Ces singes vivent dans une société hiérarchique assez complexe, dirigée par un mâle alpha, le plus grand et le plus fort. Le sort des autres membres du groupe dépend de leur sexe. Les jeunes mâles, lorsqu'ils atteignent l'adolescence, ont la possibilité de quitter le groupe et de chercher leur propre territoire, car le chef ne veut pas de concurrence. Quant aux femelles, elles resteront toute leur vie dans le groupe où elles sont nées, bien sûr, tant qu'elles sont disposées à plaire à l'alpha. Comme dans toute société hiérarchisée, le mâle alpha a accès aux meilleures femelles, ainsi qu'à la nourriture la plus appétissante. La vie au Tibet ne semble pas si mauvaise pour cet animal imposant, occupant une position privilégiée dans l'une des forêts les plus reculées de la planète.
Mais le règne de l'alpha ne sera pas éternel. Au fil du temps et des années, l'alpha est constamment défié par d'autres mâles qui convoitent sa place. Avec un alpha affaibli et des prétendants plus jeunes et plus forts, un changement de pouvoir est plus qu'assuré. Un autre événement important qui se produit souvent dans les groupes de macaques au Tibet est la scission du groupe. Lorsqu'un groupe atteint 40 ou 50 membres, les ressources se raréfient et les plus jeunes décident généralement de partir pour fonder un groupe plus petit où leur survie est plus facile. Il s'agit sans aucun doute d'un pari risqué et seul le temps et la faune tibétaine décideront si c'était le bon ou non. Alors que les macaques tibétains quittent le groupe face à un avenir plein d'incertitudes et d'espoir d'une vie meilleure, nous partons nous promener dans les prairies du Tibet. Dans un endroit où, durant l'été, chaque espace regorge de faune et de flore, nous rencontrons une espèce à laquelle l'écosystème tibétain doit beaucoup, le pika. Le pika est le plus petit mammifère de tout le haut plateau. Ne pesant que 140 à 300 grammes, ces petits travailleurs considèrent le travail acharné et l'ingéniosité comme le seul moyen de survivre aux conditions de vie difficiles du Tibet. Les pikas ne constituent pas une seule espèce animale, mais plutôt un genre entier qui comprend 29 espèces remarquablement uniformes, et le Tibet en abrite un grand nombre. Très semblables à des cochons d'Inde ordinaires, recouverts d'une fourrure dense de différentes nuances de brun et pas du tout menaçants, il est peut-être difficile de croire que ces gentils animaux sont de véritables survivants et que de nombreuses autres espèces tibétaines dépendent entièrement de leur existence. Les pikas jouent un rôle très important dans le délicat écosystème tibétain. En tant que petits herbivores, ils passent une grande partie de leur temps à chercher de la nourriture dans les prairies, souvent des graines ou des pousses, oxygénant ainsi le sol du plateau, ce qui contribue à le préserver. Lorsque les pikas ne parcourent pas les prairies à la recherche de nourriture, on les trouve le plus souvent dans leurs terriers rudimentaires. Dans leurs maisons douillettes, ils se protègent souvent des prédateurs abondants dans leur habitat et stockent de la nourriture pour le rude hiver tibétain. En parlant d'hiver, l'une des clés de la survie des pikas dans ces températures glaciales est de s'y préparer longtemps à l'avance. Comme ces petits mammifères n'hibernent pas, ils n'ont pas besoin de prendre du poids avant l'arrivée des frimas sur le plateau et passent plutôt tout l'été à remplir leur garde-manger d'herbes, d'arbustes, de lichens et de mousses de toutes sortes, afin d'être bien préparés lorsque la période de vaches maigres commencera. Bien que les pikas se sentent à l'aise à des températures inférieures à 25 degrés Celsius, lorsque l'hiver tibétain arrive, ils n'ont d'autre choix que de se cacher dans leur terrier. À cette époque de l'année, bien qu'ils n'hibernent pas, les pikas réduisent leur métabolisme jusqu'à 30% afin de mieux gérer les réserves de nourriture qu'ils ont emmagasinées. Même si, dans ces conditions, une poignée d'herbe peut valoir son pesant d'or, les pikas sont très coopératifs entre eux et partagent généralement la nourriture avec leurs compagnons de terrier. Bien sûr, il y a toujours des pikas qui veulent abuser de cette hospitalité et cherchent à piller les réserves de nourriture à proximité. Dans ce cas, des altercations se produisent souvent entre ces petits mammifères pour protéger le dur labeur qu'ils ont accompli au cours de l'été. Quelle que soit la qualité des préparatifs hivernaux des pikas, on ne sait jamais quand le plateau tibétain apportera plus de jours de gel que d'habitude, et souvent la nourriture stockée n'est pas suffisante pour tout le monde. Ici, le pika est contraint de faire quelque chose d'inattendu, mais qui montre un peu de l'ingéniosité et de la joie de vivre de cet animal. Il sort de son terrier et trouve une nourriture qui n'est peut-être pas très raffinée, mais qui répond à ses besoins nutritionnels, les excréments du glorieux yak sauvage. Avec toute la végétation des prairies balayées et un estomac qui gronde plus que jamais, les pikas font ce qu'ils doivent faire pour survivre et se maintenir jusqu'à ce que l'écosystème du Tibet leur offre une nouvelle aube ensoleillée. Bien qu'ils n'en soient probablement pas très heureux, les pikas occupent une place cruciale dans la chaîne alimentaire tibétaine.
Lorsque les proies de taille moyenne sont rares en raison des conditions difficiles qui règnent sur le plateau, les pikas constituent une bonne source de nourriture pour des espèces telles que les renards, les faucons, les belettes et sont même l'un des mets préférés de l'ours brun. Si les pikas représentent un genre très diversifié d'espèces habitant le plateau tibétain, il existe un animal qui est le seul survivant de sa famille taxonomique. Un symbole de survie même lorsque son habitat est menacé, le panda roux. Malgré son nom, le panda roux n'a rien à voir avec l'ours géant noir et blanc qui habite les forêts tibétaines. En fait, il est plus proche du raton laveur. Avec une taille similaire à celle d'un chat domestique et une fourrure abondante qui fait honneur à son nom, le panda roux est l'une des espèces les plus emblématiques de cette région du monde. Bien qu'à première vue il ait l'air très câlin, la morphologie du panda roux est un cadeau de la nature pour sa survie. Sa fourrure, en bon habitant du Tibet, est épaisse et assez dense pour le protéger des basses températures et du vent à cette altitude de la planète. Une longue queue en peluche l'aide, comme le glorieux léopard des neiges, à se protéger du froid en l'utilisant comme une écharpe et à garder l'équilibre sur les sols glissants. Ses courtes pattes noires sont un exemple clair de l'adaptation de l'espèce animale à son habitat. D'une part, elles ont une fourrure plus épaisse, idéale pour marcher sur la neige. D'autre part, lorsqu'il s'agit de grimper, le panda roux sort sans effort ses griffes rétractables pour escalader les arbres et se mettre à l'abri des prédateurs. Pour le panda roux, il n'y a pas de meilleure façon de commencer la journée que par une bonne toilette. Avant de partir au trot, ce panda à fourrure se soumet à un rituel consistant à laver sa fourrure, à lécher ses pattes et à se masser le dos et le ventre. Bien qu'il n'ait que peu ou pas de points communs avec le majestueux panda du Tibet, ils partagent de nombreuses caractéristiques dans leur comportement et leurs habitudes. Tout d'abord, tous deux sont d'excellents dormeurs. Le panda roux peut passer jusqu'à 2/3 de sa journée à se reposer, généralement entre les branches d'un arbre, enroulé sur sa queue. Lorsqu'ils n'économisent pas leur énergie en faisant une sieste confortable, les pandas roux mangent. Et quand on s'appelle panda, que peut-on manger d'autre que du bambou? Environ 60% du régime alimentaire du panda roux est composé de cet aliment très durable. Mais comme on ne peut pas toujours manger la même chose, pour varier un peu le régime, ce petit mammifère a aussi tendance à manger des feuilles, des fleurs, des fruits, des baies, des insectes, des œufs, et même des petits mammifères et oiseaux qui le croisent, car oui, son système digestif est capable de digérer de la viande. Quand on ne mesure pas plus de 60 cm et que l'on vit dans un environnement aussi sauvage que la forêt tibétaine, il faut savoir se défendre, car son apparence n'est pas très effrayante. Lorsqu'un panda est menacé par un intrus dans son habitat normalement calme, il a deux possibilités. Le premier, s'il en voit l'occasion, n'hésite pas à laisser aux autres espèces le soin de se battre au milieu de la forêt et à s'échapper vers l'arbre le plus proche grâce à ses talents de grimpeur. Si la situation ne lui laisse aucune échappatoire, le panda roux, qui n'est pas du tout féroce, n'a d'autre choix que de rassembler son courage pour affronter les brutes, en se dressant sur ses pattes arrière pour paraître plus grand et en utilisant ses griffes acérées pour attaquer. Bien que le prédateur le plus courant du panda roux soit le glorieux léopard des neiges, contre lequel il n'aurait aucune chance au corps à corps, cette stratégie peut parfois fonctionner en dernier recours avant qu'elle ne fasse partie du menu du félin. Cependant, être la proie du redoutable léopard des neiges n'est pas la seule préoccupation qui peut traverser l'esprit de certains animaux sauvages du Tibet. Dans ce vaste paysage glacé, un autre chasseur guette avec un mode de vie très différent, le loup tibétain. Ce carnivore rusé est confronté non seulement aux défis du terrain, mais aussi à la responsabilité de mener et de nourrir sa meute dans l'une des régions les plus hostiles de la planète.
Ayant acquis la position de mâle dominant de la meute, ce loup est choisi pour s'accoupler avec la meilleure femelle. Dans le mode de vie complexe des loups tibétains, il s'agit d'une mesure de survie qui permet d'assurer la force de la meute avec des petits qui ont la meilleure lignée possible. Les jeunes, généralement âgés de 4 à 6 ans, naissent au printemps lorsque le plateau tibétain offre les meilleures conditions de vie. Pendant cette période, ils dépendent des soins de leur mère, car ils ne pèsent que 400 grammes environ. Bien qu'ils doivent remplir le rôle de pourvoyeur de famille dans cet environnement difficile, le loup tibétain n'a pas que de mauvaises nouvelles, car la nature a été généreuse avec lui, le dotant de toutes les compétences nécessaires pour être un chasseur prospère, même dans cet environnement exigeant. Pesant jusqu'à 32 kg et mesurant jusqu'à 1,65 m, le loup du Tibet est un prédateur peut-être moins imposant que le léopard des neiges, mais tout aussi efficace. La clé du succès de la chasse du loup du Tibet réside dans sa capacité à se dissimuler. Avec un pelage variant selon les saisons entre le blanc, le brun, le jaune et le noir, le loup du Tibet se cache parfaitement dans la végétation lorsqu'il traque sa proie. Lorsqu'il le découvre, il est presque toujours trop tard, car le loup tibétain peut atteindre une vitesse de 40 km/h. La plupart de leurs proies, en comparaison, avancent au ralenti, essayant de ne pas être le plat que le loup tibétain apportera à sa belle famille. Le régime alimentaire de ces très proches parents des loups de l'Himalaya est très varié et se compose de tout ce que la faune tibétaine met à portée de morsure. Les proies les plus fréquentes du canidé sont les cerfs et d'autres grands mammifères, comme les chèvres bleues de l'Himalaya, qui ont suffisamment de mal à se trouver dans la ligne de mire du léopard des neiges. Bien entendu, lorsque l'objectif de chasse est plus difficile à atteindre, il y a toujours la carte de chasse en meute. Le travail coordonné de plusieurs loups garantit qu'il y aura de quoi se rassasier. Et comme un spécimen mange jusqu'à 9 kg de viande en un seul repas, il n'y a pas de temps à perdre. Mais les conditions au Tibet font que parfois ces loups ne sont pas très regardants sur leur menu. Pour les jours difficiles, lorsque la vie dans la steppe devient de plus en plus dure, les petites proies comme les marmottes, les lièvres, les écureuils terrestres et les souris sont loin d'être négligeables et représentent une bonne source de nourriture. Le fait d'avoir une famille nombreuse à charge est une motivation suffisante pour que le loup tibétain chasse de jour comme de nuit. Lorsque les heures les plus chargées de la steppe ne suffisent pas, il reste toujours la nuit où, avec la lune pour compagne et ses sens de la vue et de l'ouïe très avancés, les chances de succès sont élevées. Pendant ce temps, la mère louve reste à la maison, dans une tanière confortable qui protège les louveteaux des dangers potentiels de la steppe. Après avoir été allaités pendant 3 semaines, les louveteaux sont prêts à manger pour la première fois la viande régurgitée par leurs parents. Ils recevront ainsi tous les nutriments dont ils ont besoin pour grandir en bonne santé et en force, dans un environnement où il n'y a pas de place pour les faibles. Peu à peu, les jeunes participeront aux tâches du troupeau, apprenant de leurs parents et jouant un rôle plus actif dans la chasse. Lorsqu'ils atteindront la maturité sexuelle, vers l'âge de 2 ans, ils seront prêts à chercher une femelle sur un nouveau territoire et à fonder leur propre famille, où ce cycle magique recommencera. Mais la faune tibétaine ne se résume pas à des créatures imposantes et féroces comme le loup tibétain. Il existe également des espèces qui ne sont pas particulièrement connues pour leur taille ou leur agressivité, mais qui, étonnamment, se sont adaptées à cet écosystème majestueux et ont fait du Tibet leur repère personnel, comme la sympathique marmotte de l'Himalaya. À 5200 mètres d'altitude, l'un des animaux que l'on s'attendrait le moins à rencontrer est peut-être une gentille marmotte. Mais ne vous y trompez pas. Ce qui manque à la marmotte en termes de taille et de férocité, elle le compense en termes de ruse et de planification. La marmotte est l'exemple parfait que pour survivre au Tibet, il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes griffes ou cornes, ni d'être un maître chasseur. Au milieu des prairies alpines du Tibet,
À la frontière entre les forêts dominées par les pandas et les zones les plus glacées, où le léopard des neiges est le roi absolu, les marmottes disposent d'un condominium de terriers plus qu'enviable. Quand on est un rongeur terrestre ne mesurant pas plus de 70 cm et vivant dans l'un des endroits les plus sauvages du monde, les marmottes de l'Himalaya savent qu'il est important de disposer d'un bon abri. Elles peuvent construire des terriers allant jusqu'à 10 mètres de profondeur pour survivre à l'hiver tibétain hostile. Sachant que les marmottes de l'Himalaya passent environ 8 mois de l'année à hiberner dans leur terrier, il est conseillé de disposer d'un espace confortable où elles peuvent se blottir à l'abri des températures défavorables et des prédateurs qui, en ces jours où la nourriture est rare, rêvent d'avoir une marmotte pour dîner. Les marmottes de l'Himalaya sont des planificatrices par excellence. Dès que le printemps arrive et que les basses températures sont derrière elles, elles entament le compte à rebours pour se préparer à l'hiver à venir. L'objectif d'une marmotte de l'Himalaya est de tripler son poids pendant les mois d'abondance sur le plateau tibétain. Pour ce faire, elle se nourrit d'une grande variété d'herbes, préférant les plantes à fleurs pour leur apport nutritionnel plus élevé. Pour la marmotte de l'Himalaya, si le temps pour manger est limité, elle ne le gaspillera pas avec de la malbouffe, qui dans ce cas serait de vieilles plantes riches en alcaloïdes. Mais vu l'apparence amicale et enjouée de ces rongeurs, il est facile d'en déduire qu'il n'y a pas que du travail et pas de jeu. Les marmottes de l'Himalaya savent également s'amuser pendant le temps précieux qu'elles passent en dehors de leur terrier. En tant qu'animaux très sociaux, les interactions entre voisins de terrier ne sont pas rares. L'un des jeux préférés des marmottes de l'Himalaya est le combat ludique, où il semble que toute la tendresse a disparu et que les marmottes ont entamé une bataille rangée, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car ce n'est qu'un jeu. Bien sûr, tout ce plaisir peut souvent s'arrêter net, car nous ne pouvons pas oublier que nous nous trouvons au milieu de l'un des plus grands hotspots de faune de la planète et que la taille et la férocité des marmottes n'inspirent pas beaucoup de respect. Pour se protéger de leurs innombrables prédateurs, les marmottes disposent d'un système d'alarme sophistiqué. Dès qu'elle aperçoit un prédateur à l'affût, la sentinelle donne l'alerte en émettant un couinement caractéristique. Tous les membres de la communauté sont alors invités à mettre de côté leurs tâches quotidiennes et à se mettre en sécurité à l'intérieur du terrier. Le travail de surveillance est généralement confié aux mâles adultes du terrier. Leur rôle est fondamental car pendant qu'ils identifient les dangers éventuels, le reste de la communauté peut se nourrir sans interruption, assurant ainsi la survie du terrier. Cette attitude de bon samaritain des mâles adultes n'est qu'un exemple de l'efficacité et de la bonne organisation de la société des marmottes de l'Himalaya. Un autre exemple clair est celui de la reproduction, où la tâche de garder les petits au chaud dans le terrier est partagée entre plusieurs adultes, même s'ils n'ont pas de lien de parenté avec les petits. Tout cela dans le but d'assurer l'avenir de l'espèce. Non loin du quartier des marmottes de l'Himalaya, en direction des plaines infinies du Tibet, nous rencontrons une espèce aux cornes imposantes, plus qu'adaptée au quotidien difficile d'une vie à des milliers de mètres d'altitude. Le majestueux cerf rouge du Tibet. Doté d'un riche pelage qui porte bien son nom la majeure partie de l'année, brun rougeâtre, le cerf rouge du Tibet est une espèce animale que seul l'écosystème presque vierge du Tibet a pu préserver. La majesté de cette espèce herbivore nous rappelle la grande biodiversité du plateau tibétain dans ses forêts, ses montagnes, ses landes et ses plaines. L'apparence du cerf tibétain n'a rien à envier au reste des espèces qui habitent cette région, plus proche du ciel que n'importe où ailleurs sur la planète. Avec des bois imposants qui n'ont rien à envier aux autres cerfs à cornes des plateaux, comme les yaks, et une crinière noirâtre qui rappelle des espèces incroyables de l'autre côté du monde, le cerf rouge du Tibet est une merveille de la création. Bien entendu, comme pour toutes les sous-espèces de cervidés, il existe un dimorphisme sexuel marqué,
les femelles n'ayant pas les bois caractéristiques et étant de taille plus compacte que les mâles. Elles peuvent peser jusqu'à 230 kg et mesurer 120 cm aux épaules. Disposant de la quasi-totalité de l'immensité du Tibet, le cerf élaphe du Tibet ne s'enferme pas dans un habitat spécifique, mais migre constamment vers les endroits qui offrent les meilleures conditions de vie, en fonction de la saison. Lorsque le thermomètre affiche des températures plus agréables sur le plateau, et que le dégel provoque la prolifération d'essaims de mouches et de moustiques qui piquent souvent le cerf rouge du Tibet, il se déplace vers les hauteurs où, grâce à l'abondance de la saison, il n'aura aucun mal à trouver de la nourriture. A l'inverse, lorsque l'hiver s'installe et que l'idée de vivre dans des montagnes glacées à des milliers de mètres d'altitude ne semble pas très attrayante pour leur survie, les cerfs rouges cherchent de nouvelles destinations, descendant vers des terrains où il sera plus facile de s'abriter du froid et où la nourriture sera plus abondante. En parlant de nourriture, le cerf rouge du Tibet a un régime assez varié, composé d'herbes, de feuilles, de pousses, de germes et même d'écorces. Pour lui, c'est très simple. Si la nature le produit, il le dévore. Les cerfs qui vivent dans les zones basses du plateau se nourrissent souvent d'arbres, leur favori étant le saule, très abondant. Chaque partie de l'anatomie du cerf rouge du Tibet a une fonction pour sa survie. Sa fourrure épaisse et frappante l'aide à résister aux conditions froides du climat tibétain, tandis que son museau sensible est essentiel pour détecter les prédateurs et communiquer entre eux par le biais de phéromones. Mais il y a une partie de son corps qui sera mise à contribution à l'aube de la saison des amours. Cette partie, qui mesure jusqu'à 70 cm de long, est attachée à la tête de l'animal. Lorsque la saison du rut commence et que les femelles sont en jeu, les cerfs rouges du Tibet révèlent leur côté sauvage et s'engagent dans une bataille pour choisir le mâle qui procréera avec les femelles fertiles. Tout commence par un rugissement distinctif qui annonce le début de la bataille. Ensuite, chaque mâle s'élance de toutes ses forces, utilisant ses bois comme de véritables armes, en poussant jusqu'à ce que l'adversaire se rende ou même jusqu'à ce que l'un des deux périsse. Le vainqueur disposera des femelles du troupeau pour la reproduction, qu'il abandonnera après l'accouplement pour continuer sa vie avec un groupe de mâles. Les femelles seront laissées seules pour s'élever et s'occuper d'elles-mêmes pendant la gestation, qui dure au moins 33 semaines. À la fin de cette période difficile, chaque femelle donnera naissance à un petit, qui aura besoin du lait maternel pendant au moins 8 mois. Les veaux du cerf rouge du Tibet apprendront des manières du troupeau tout ce dont ils ont besoin pour survivre dans la steppe. Lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, généralement entre 3 et 4 ans, les mâles quittent le troupeau pour explorer de nouveaux horizons, tandis que les femelles restent dans le groupe où, ayant atteint la maturité sexuelle, elles sont prêtes pour l'arrivée de la saison du rut, au cours de laquelle les mâles se disputent à nouveau le privilège de la reproduction, redémarrant ainsi le cycle de vie de ce majestueux herbivore. Alors que des centaines d'espèces animales telles que l'agile léopard des neiges ou les rapaces de l'Himalaya dominent le plateau tibétain, il existe un animal si étonnant que, éclipsant les autres, il a gagné sa place en tant qu'espèce la plus emblématique du Tibet. Le gigantesque yak. Le yak est un grand bovin à la fourrure abondante qui a fait des hauts plateaux du Tibet son habitat douillet. Ces géants, qui peuvent peser jusqu'à 1000 kg, sont capables de vivre à une altitude de 6000 mètres. Pour faire face aux températures hostiles du Tibet, les yaks disposent peut-être de l'abri le plus chaud de toute la steppe. Le pelage du yak est d'une longueur impressionnante sur tout le corps, surtout au niveau du ventre, où il descend souvent jusqu'au sol. Ce pelage épais, aussi noir que le ciel tibétain les nuits d'hiver, constitue, avec son pourcentage élevé de graisse corporelle, une sorte de système de chauffage personnel qui permet au yak de ne pas broncher, même lorsque le reste de la faune du plateau n'est pas au mieux de sa forme.
La majesté du yak fait que Mère Nature a dû le couronner comme roi du Tibet, et quelle plus belle couronne qu'une paire de cornes de plus d'1 mètre de long ornant sa tête. Les cornes poussent presque horizontalement à partir de la tête, puis se recourbent vers le haut et l'intérieur, ce qui leur donne leur forme distinctive. En ce qui concerne la nourriture, le yak renonce à toute prétention de royauté tibétaine et s'en tient à un régime simple. La capacité à s'adapter à la disponibilité de la nourriture dans cette partie isolée du monde est ce qui fait du yak un expert de la survie en haute altitude. Le régime alimentaire du yak se compose principalement d'herbes, d'arbustes, de mousses et de lichens. Grâce à son système digestif très développé, il peut absorber les nutriments de ces aliments, même s'ils contiennent peu de protéines et de minéraux. Le yak est de loin le modèle idéal de l'habitant tibétain. Bien qu'il s'agisse d'un bovin impressionnant pesant jusqu'à 1 tonne, il est incroyablement doué pour l'escalade et s'adapte à presque tous les terrains de son habitat. Lorsque la nourriture se fait rare à un endroit, les yaks n'y réfléchissent pas à 2 fois et cherchent de nouveaux horizons où ils pourront satisfaire leurs modestes besoins nutritionnels. Leur odorat très développé leur sert de boussole et leur permet de repérer les bons pâturages. Si certains yaks vivent en solitaire, sans autre compagnie que les étoiles qui semblent plus proches à cet endroit de la planète, d'autres choisissent de vivre en groupe pouvant aller jusqu'à 12 yaks. La coexistence quotidienne entre les yaks est généralement pacifique et les aide à se serrer les uns contre les autres pendant les froides journées d'hiver. Lorsque les mois les plus chauds arrivent au Tibet, le yak adopte de nouvelles habitudes, car il n'a pas besoin d'être en mode de survie maximale. Avec un pelage aussi épais, utile en hiver mais moins en été, de nombreux yaks décident de prendre du bon temps et de se baigner dans n'importe quel affluent à leur portée. Comme ils se trouvent dans l'une des réserves hydrologiques les plus importantes du monde, ils n'ont aucun mal à trouver une aire de baignade. Contrairement à des espèces telles que la chèvre bleue de l'Himalaya, le pika ou le cerf rouge du Tibet, qui vivent sur le point d'être la cible des principaux prédateurs de la région, le yak se trouve à l'autre pôle, n'ayant pas de prédateurs naturels. Si les loups tibétains et les léopards des neiges s'attaquent parfois aux veaux, ces attaques sont très sporadiques et les adultes ne sont généralement pas menacés par les féroces prédateurs du plateau. Ainsi, le yak est sans aucun doute l'espèce dominante au Tibet, ayant toutes les caractéristiques du parfait survivant des conditions difficiles de ce coin du monde. Bien qu'il existe de nombreuses façons de décrire cette espèce, imposante, majestueuse ou colossale, sauvage n'est pas un adjectif qui convient à ces bovins. Car de nombreux yaks ont été domestiqués par les villageois tibétains. Ces géants sont la force motrice du développement des établissements humains, servant de bêtes de somme et fournissant une immense quantité de laine, de lait et de viande. Bien que les établissements humains aient beaucoup à remercier le yak pour sa résistance, il est vrai que le bovin n'a pas du tout profité de cette relation. La domestication du yak. Il y a environ 3000 ans sur le plateau tibétain a réduit l'espèce à environ 10 000 yaks adultes. Le braconnage de ces géants, ainsi que les croisements avec les troupeaux de bovins, ont fait du yak une espèce vulnérable. Bien entendu, de nombreux efforts sont déployés pour préserver ce grand spécimen. Aujourd'hui, dans toute la Chine, le yak est une espèce protégée et diverses réserves ont été créées pour favoriser sa reproduction à l'état naturel. Mais le puissant yak n'est pas la seule espèce affectée par le changement climatique dans cet endroit presque irréel de notre planète. Selon des études, le plateau tibétain se réchauffe 3 fois plus vite que le reste de la Terre. Cela signifie que les abondants glaciers, qui abritent par exemple des créatures incroyables telles que le roi des montagnes, le léopard des neiges, disparaissent, créant une crise dans cet écosystème qui, il y a quelques années encore, était considéré comme vierge. La désertification est un autre phénomène qui fait des ravages dans la vie animale du Tibet. Avec les changements brusques de température sur le plateau,
Ce qui aurait pu être des prairies alpines où les marmottes de l'Himalaya avaient leur système complexe de creusement il y a encore quelques années, sont maintenant devenus des déserts désolés, où la faune est insaisissable et la végétation a disparu, peut-être pour ne plus jamais revenir. L'instabilité des sources fluviales due à la fonte soudaine des glaciers modifie l'habitat de centaines d'espèces à la fois. Dans les cours d'eau qui alimentaient autrefois les saules mangés par les cerfs rouges du Tibet, il n'y a plus que de petites mares et, pendant les étés les plus chauds, pas même cela. Les forêts tibétaines, et avec elles toutes les espèces animales, sont également gravement affectées par les activités humaines dans la région. La déforestation a anéanti les forêts denses qui abritaient des espèces telles que le gentil panda et les troupeaux de macaques tibétains. Mais la transformation de l'écosystème tibétain n'est pas exclusivement due aux activités humaines dans cette région d'Asie. Les scientifiques ont montré que l'incendie des forêts de l'Amazonie, à plus de 20 000 km de l'habitat du yak, influence les températures sur le plateau tibétain. Dans un système complexe impliquant des schémas de circulation atmosphérique et océanique, les particules de poussière causées par l'incendie de vastes forêts en Amérique du Sud parcourent la moitié du globe, réchauffant l'atmosphère et provoquant le fameux effet de serre. Cette situation, ainsi que l'importance des rivières tibétaines pour le monde, signifie que leur préservation n'est plus seulement une question chinoise, mais une préoccupation mondiale. La bonne nouvelle, c'est que des centaines d'organisations travaillent aujourd'hui à la préservation de cette partie importante et riche en biodiversité de notre planète. Bien que la tâche soit ardue, les animaux du Tibet méritent un effort combiné de notre part à tous pour préserver leur habitat. Si vous avez aimé découvrir les histoires de vie animale des survivants du toit du monde et que vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur les merveilles de la nature sur notre planète, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à indiquer en commentaire quel est votre animal préféré. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche de notification pour rester à l'écoute de nos nouvelles histoires sur la vie sauvage. À la prochaine fois, nous vous présenterons d'autres histoires sur la vie des animaux.